Séance du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est ouverte. Please be seated. Monsieur le greffier, appelez le numéro de l'affaire, s'il vous plaît. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame et Messieurs les juges. Affaire IT 0367T, le procureur contre Vojislav Šešelj. Merci. Merci, Monsieur le greffier. En ce jeudi 15 mars 2012, je salue toutes les personnes présentes, notamment les interprètes qui nous assistent. Je salue les membres du bureau du procureur et Monsieur Šešelj. Monsieur Šešelj, je vous donne la parole pour la suite de votre plaidoirie. Dans toutes ces bêtises qui ont été présentées par les représentants du bureau du procureur, il y en a une qui est particulièrement manifeste. Cette aberration qui dit qu'au-delà de tout doute raisonnable, on a prouvé mes crimes. Des crimes dont j'assumerai la responsabilité. Au-delà de tout doute raisonnable, dit-on. Alors, comment cela se peut-il? D'abord, on m'a dépossédé de mon droit à la défense. On m'a dépossédé de mon droit de présenter des éléments à décharge. J'ai été privé des prémices les plus élémentaires, à savoir le droit de disposer des mêmes armes que l'accusation. Je n'ai pas demandé, je n'ai jamais demandé la même quantité d'argent qui a été utilisée par le bureau du procureur pour ses besoins dans mon affaire à moi. Penchez-vous d'abord sur le nombre de personnes qui travaillent pour le compte du bureau du procureur et qui sont intervenues dans l'affaire me concernant. On a eu dans le prétoire 6 procureurs pour ce qui est du réquisitoire. Vous vous souviendrez des procureurs qui avaient comparu précédemment. Est-ce que vous vous souvenez de leurs noms? Moi, je n'arrive pas à me rappeler tous ces noms-là. Il y avait Wertz-Retzlaff, puis il y a eu, comment ça s'appelait, où j'ai écrit un livre à part avec sa photo, Mendes, puis... Mais qui va retenir tous ces noms? Alors, ils ont passé un temps de travail plein et entier qui était consacré à l'affaire. Or, moi, je n'ai eu personne pour faire des heures de travail complètes. J'ai disposé de quelques collaborateurs. J'ai eu un assez grand nombre de collaborateurs, quelques 25 d'entre eux. Mais ils ont travaillé dans la mesure où leurs obligations régulières au travail le leur permettaient. Je suis content de ce qu'ils ont fait. Parce que, du fait de leurs efforts en matière d'investigation sur le terrain, ils m'ont aidé à régler les comptes de ces faux témoins qui ont comparu dans le prétoire. De par leurs efforts en matière d'investigation, ils m'ont facilité aussi de régler leurs comptes avec les faux témoins experts du bureau du procureur. Mais la présentation des éléments de preuve de la défense, je n'ai pas pu la faire, et les juges de la Chambre ont fait sourde oreille. M. Antonetti a essayé de me convaincre, puisqu'il a été juge de la mise en état, de prendre un crédit dans une banque serbe pour financer ma défense, pour que ce soit compensé ultérieurement une fois qu'une décision définitive serait prise pour ce qui est du financement de la défense par le tribunal. Heureusement pour moi que je ne l'ai pas fait. Sinon, ceux qui seraient portés garants auraient à vendre leur maison, leur appartement, se suicider ou que sais-je. Il y a bon nombre de Serbes qui sont trompés et qui ont accepté de se porter garant à d'autres personnes lorsque ces personnes ont pris des crédits, puis ensuite ils n'ont plus eu d'autre issue que de se suicider. Il y a des journaux qui ont écrit
et qui ont fait couler de l'encre à ce sujet. Donc personne n'a eu à se suicider parmi mes collaborateurs pour moi, parce que je n'ai pas pris les choses à la légère pour accepter telle initiative. Alors, les juges de la Chambre ont ensuite décidé de faire en sorte que ma défense soit financée, mais à partir du moment où cette décision-là a été prise, une fois que la présentation des éléments en charge a été terminée déjà. Alors là, me financer à concurrence de 50% les frais de la défense. Mais si ces 50% étaient l'habituel pour une défense de troisième catégorie, à compter du début du procès, c'est-à-dire à compter de mon arrivée à La Haye, ça aurait été bon. Mais le tribunal a refusé de payer quoi que ce soit à titre rétroactif. Et ceux du greffe ont déclaré que c'était parce que je n'avais pas présenté de documentation adéquate. Mais la documentation complète se trouve déjà au tribunal. Tout ce qu'il fallait payer à mes collaborateurs, c'est du travail concret, c'est sur papier. Les écritures, les dossiers, les documents, les études, etc. J'ai eu plus de 10 études pour ce qui est de la présentation des éléments en défense. Et les juges de la Chambre n'ont pas compris la chose, parce qu'il y a un préjugé qui dit que si on se défend par alibi, c'est une forme particulière de défense, et si on se défend pour dire que, par exemple, on n'a mentalement pas été en mesure de contrôler ses agissements, ses propres agissements. Il est bon nombre de formes particulières que peut prendre une défense. Et l'une des formes en question, c'est le fait d'indiquer les circonstances historiques de certains événements qui sont sujets à examen. Alors, avec l'aide de mes collaborateurs, pour avoir une forme particulière de défense, j'ai étudié, grâce à la meilleure des littératures mondiales en place, le rôle du Vatican et des papes romains pendant la perpétration du génocide séculaire à l'égard du peuple serbe. J'ai fait une étude pour ce qui est de mes discours politiques, des interviews politiques, du point de vue des fragments qui permettent de voir que je me suis toujours employé en faveur du respect du droit de guerre international, que j'ai convié les volontaires à se comporter à l'égard de l'ennemi en tant qu'ennemi, tant que ces ennemis sont armés, mais à partir du moment où l'ennemi s'est rendu, quand c'est une femme, quand c'est un enfant, quand c'est un vieillard, eh bien, il s'agissait pour eux de se comporter de façon humaine, tout en respectant la dignité de l'homme. Ici, le procureur a présenté des fragments de vidéos. Quand on a fait les adieux d'un groupe de volontaires au siège du Parti radical serbe dans la rue Ohridska. Et rien que ce petit fragment m'a été présenté du discours que j'ai fait. Mais on a délibérément coupé les parties de mon discours où j'ai dit qu'à l'égard de l'ennemi, il convient d'adopter une attitude chevaleresque. Il faut respecter le droit international lorsqu'il s'agit des prisonniers de guerre. Vous devez avoir une attitude noble et respectueuse à l'égard des femmes, enfants et civils. La presse serbe en a informé le public quant à elle. Il y a un bon nombre de journalistes en Serbie qui se souviennent de ces discours, y compris le discours qui a été coupé et fragmenté par les soins de l'accusation, comme je viens de le dire. Alors, j'ai en effet mis en garde à plusieurs reprises contre le fait qu'il est possible d'avoir des victimes civiles, d'avoir des victimes innocentes en cas de conflit armé. Mais il n'y a aucune preuve disant que je me suis employé en faveur de la perpétration de crimes à l'égard de prisonniers ou de civils. Nulle part et jamais. Je n'ai pas dit il faut les abattre, il faut les battre, il faut les malmener, il faut les blesser, il faut les caser quelque part dans des conditions inhumaines. À vrai dire, le bureau du procureur a fait comparaître un grand nombre de faux témoins où on a pu
caser tout ce genre de choses. Et bon nombre de ce type de déclarations ont été versées au dossier. Mais vous êtes certainement conscient du fait que c'est dénué de valeur. C'est dénué de valeur. Toutes ces choses-là qui ont été présentées par le bureau du procureur et qui ont été remises par ce dernier. Ça a un statut d'avenant à l'acte d'accusation sans plus. Il n'y a que ce qui a été dit dans le prétoire qui peut avoir le poids approprié. Si c'est passé, si ça a été, si ça a fait l'objet d'un contre-interrogatoire, si ça n'a pas été contrecarré ou contredit. Alors maintenant, le bureau du procureur est en train de manipuler avec les témoins. Je vais vous donner plusieurs exemples. L'exemple de Ljubisa Petković, qui était le directeur de l'état-major de guerre, vice-président du Parti radical serbe pendant un certain temps, puis il a été exclu du parti du fait d'accusations tout à fait spécifiques en 1993. Lui, le bureau du procureur de La Haye, par le biais de son bureau, l'a convié à un entretien. Et ils l'ont intimidé. Ils l'ont menacé de le voir faire l'objet d'une procédure pénale devant le tribunal de La Haye. Et ils l'ont tant et si bien intimidé qu'il a accepté bon nombre de choses qui lui avaient été suggérées comme étant ce qu'il devait faire sien comme déclaration. Mais si vous penchez sur la totalité de ses propos, il ne saurait être trouvé aucune accusation me concernant, ou je me serais employé pour la perpétration de crimes de guerre ou de violation du droit international ou choses pareilles. Il a déclaré que j'étais un autocrate au sein du parti, que j'étais le seul à décider de toutes choses, que j'étais comme ci, comme cela. Mais en Serbie, vous n'avez pas, et vous n'aviez pas non plus à l'époque, un parti politique où il y avait eu une organisation plus démocratique du point de vue interne que celle du Parti radical serbe. Ni auparavant, ni de nos jours. Le Parti radical serbe dispose d'une démocratie interne, une structure démocratique interne la plus réussie pour ce qui est du système de prise de décision. Le fait que nous soyons radicaux, c'est-à-dire que nous prenons les choses à la racine, nous ne sommes pas des gens portés sur le compromis défectueux ou corrompus. Nous sommes infiniment dévoués aux intérêts de notre peuple, mais au sein du parti, il n'y a pas eu de comportement autocratique. Alors, on a fait venir Ljubisa pour qu'il confirme cela. Il l'a confirmé. Et alors? Est-ce que vous voulez que dans la procédure de présentation des éléments à décharge, il faut que je combatte ces affirmations? Mais Ljubisa Petković l'a contrecarré lui-même. Tout ce qu'on lui a demandé de signer, il a signé. Jusqu'au moment où le délai, où le procureur de La Haye pouvait encore dresser des actes d'accusation. Une fois ce délai écoulé, Ljubisa Petković a dit qu'il ne collaborerait plus et il a dit qu'il n'obéirait plus. Et tout de suite, il s'est adressé à mes collaborateurs pour leur apporter une partie de cet enregistrement de ce qu'il a dit devant les enquêteurs du tribunal de La Haye. Moi, je l'ai publié tout de suite dans un livre. L'apprenti du diable, le pape criminel catholique romain Jean-Paul II. Et j'ai vu que bien des choses ont été dites à titre partiel, parce que Ljubisa Petković a lui aussi dissimulé bien des choses. Ljubisa Petković a modifié ses déclarations et il s'est proposé pour devenir désormais témoin de la défense. Il est revenu au Parti radical serbe, il est redevenu actif en son sein, il a participé à des activités liées à celles du parti, etc. Et il a refusé de comparaître
dans le prétoire en tant que témoin de l'accusation. Alors, il y a eu une procédure pénale de diligentée contre lui pour outrage au tribunal. Là aussi, il a eu peur de cette procédure. On lui a donné un avocat français, d'origine serbe, j'imagine, et il a eu une peine de 3 mois de prison qui a été prononcée. Alors, il a bel et bien été sur la liste du parti, mais il n'a pas été député du parti. Et il n'avait aucune chance de devenir député parce que la liste du parti comporte 70 personnes et nous, on a eu 79 mandats au Parlement. Mais le fait qu'il est tenu ici au tribunal de La Haye et qu'il n'a pas succombé pour ce qui est de sa décision de refus de témoigner, quand bien même il ferait 7 ans de prison, il a eu 3 mois, mais il n'a pas porté plainte. Alors pour nous, ça a été une raison suffisante pour récompenser Ljubiša Petković. Dès que nous avons eu un poste de vacant lorsque un député national est décédé, un bon juriste d'ailleurs, Dragan Tasić, qui a diplômé à Montpellier, qui parlait très bien le français et dont l'assistance m'a été fort précieuse, eh bien, ce mandat, nous l'avons confié à Ljubiša Petković. Alors, vous avez trouvé la chose étrange. Vous avez été stupéfait. Mais pourquoi avez-vous été stupéfait? Ljubiša Petković est le premier des Serbes qui s'est opposé aux intentions qui étaient celles de le faire ou de le présenter comme faux témoin au tribunal de La Haye. Vous l'avez vu ici, il n'avait pas 20 kilos avec ses vêtements. Il avait eu peur. Et on voyait qu'il avait peur. Dans la prison, il avait peur. Il avait peur dans le prétoire. Après, il a publié un livre avec toutes ses déclarations et le procès sur 500 pages. C'est lui qui l'a publié, ce livre. Alors, il a tenu bon. Il a tenu bon à la différence d'un Borislav Jović, membre de la présidence de Yougoslavie, et pendant un certain temps, il avait même été président de la présidence de Yougoslavie, et qui aurait participé à mes côtés à cette prétendue entreprise criminelle commune. Borislav Jović est venu témoigner contre Slobodan Milošević. Alors la question qui se pose tout de suite, du point de vue moral, pourquoi est-il venu? Pourquoi ne s'est-il pas suicidé? Parce qu'un homme d'honneur se serait suicidé plutôt que de se permettre telle chose. Lui qui avait été président de la présidence de Yougoslavie, un prétendu participant à l'entreprise criminelle commune, vient participer contre un autre prétendu participant à l'entreprise criminelle commune. Ou alors Zoran Lilić, président de la République fédérale de Yougoslavie à l'époque, qui vient au prétoire du tribunal de La Haye pour témoigner contre Slobodan Milošević. Et à l'époque des crimes qui ont été qu'on a reproché à Slobodan Milošević, c'est pas Milošević qui était le commandant suprême de l'armée, c'était Zoran Lilić. Alors d'un côté, on avait des créatures immorales qui ont piétiné leur propre honneur et leur propre dignité, et d'autre part, nous avions un tout petit homme, un tout petit bonhomme, Ljubiša Petković, avec des études secondaires, ex-conducteur et chauffeur de taxi, qui s'est rebiffé. Eh bien, c'est pour cela qu'il a bien fallu le récompenser. Pas parce que ça m'avait gêné, son témoignage ou ses déclarations. Ces déclarations, vous l'avez versées au dossier, mais elles ne vaut rien. Ce qu'il a dit que j'étais, le fait qu'il ait dit que j'étais un homme même mauvais ou un autocrate, ce genre de choses, mais qu'est-ce que ça peut vouloir bien faire au niveau de votre jugement? Et le fait d'avoir dit que c'était moi qui avais pris des décisions et que lui, on ne lui avait jamais rien demandé. Mais oui, moi je suis encore à soutenir toute décision relative à l'envoi des volontaires vers le front. Je n'ai jamais essayé de me justifier.
et quand je savais qu'un groupe de volontaires était parti, quand l'état-major de guerre l'avait envoyé, que je ne l'ai pas su, eh bien je le maintiens. Tout ce que l'état-major de guerre du Parti radical serbe a fait, je l'appuie et je le soutiens. Vous avez eu d'autres témoins à comparaître. Je ne vais pas mentionner maintenant tous leurs noms. Je vais les répartir en catégories déterminées. Vous avez eu d'autres témoins que le bureau du procureur a essayé de faire chanter pour qu'ils viennent témoigner. Et ils n'ont pas réussi. C'est des gens qui ont refusé. Quand j'ai présenté une plainte au pénal contre Carla Del Ponte et ses collaborateurs, vous avez remis les décisions à prendre à cet effet pour la fin du procès. Puis ensuite, vous avez changé d'avis et vous avez décidé, il y a à peu près 1 an et demi de cela, de demander au greffier de nommer un ami de la Chambre pour enquêter en la matière. Et tiens, miracle, j'avais jamais vu, le greffier désigne un Américain pour en faire un ami de la Chambre. Pourquoi un Américain? Pourquoi n'a-t-il pas pris quelqu'un au Bangladesh, quelqu'un en Thaïlande? Pourquoi n'a-t-il pas trouvé quelqu'un en Tanzanie, ou au Nigeria, en Argentine? Pourquoi justement un Américain? Et c'est un Américain qui va rester anonyme à l'égard ou aux yeux du public. Pourquoi est-il encore anonyme, cet homme? A-t-il peur de quelque chose? Est-ce qu'il est menacé d'un péril quelconque? Pourquoi est-il donc anonyme? Pourquoi garde-t-on son nom secret? Pourquoi les parties de son rapport sont encore confidentielles à mon égard aussi? Je vous ai montré ici dans le prétoire de quoi a l'air la version du rapport qu'on m'a donnée, avec des pages entières de KVRD. Pourquoi en a-t-il été ainsi? Parce que cet homme a travaillé, a fait une sale besogne. Il voulait que personne dans l'opinion publique juridique au monde ne sache que c'est lui qui l'a fait, pour ne pas avoir à subir cette honte. Et c'est ça, la raison. Et vous avez accepté son rapport. Alors, avec bon nombre de lacunes et de défauts que M. Antonetti lui-même a indiqués dans son opinion dissidente, moi j'ai essayé de trouver d'autres éléments que l'on pourrait reprocher à ce rapport en sus de ce que M. Antonetti a dit. Et je dois reconnaître que je n'ai rien trouvé d'autre. Tout y était contenu. Il a même mentionné des choses auxquelles je n'aurais pas songé. Puis lui aussi, il a voté pour ce rapport. Et alors, quelle est l'importance de ce rapport aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Et le procureur veut le verser au dossier. Moi aussi, je veux qu'il soit versé au dossier. Je veux avoir l'intégralité de ce rapport, même si la totalité de votre jugement devait se fonder là-dessus, puisque ce rapport compromet le tribunal de La Haye, compromet les grandes puissances dont ce tribunal est un instrument. Une deuxième catégorie de témoins. Là, nous avons les témoins qui ont succombé aux pressions et aux menaces qui se sont exercées sur eux. Ils ont accepté de fournir un faux témoignage. Ils ont donné toutes sortes de choses au procureur de La Haye, des choses totalement infondées. Mais surtout, ce qu'ils ont fait, c'était de signer ce qui leur a été suggéré par les enquêteurs du bureau du procureur, ce que vos enquêteurs ont estimé propre à être inséré à l'acte, enfin, qui correspondait à l'acte d'accusation. Et les menaces, les pressions étaient qu'ils allaient eux-mêmes faire l'objet d'accusations s'ils ne coopéraient pas. Et à partir du moment où vous n'aviez plus le droit
de dresser de nouveaux actes d'accusation selon la décision du Conseil de sécurité. Un très grand nombre de ces gens-là se sont retournés contre vous. Ils sont venus voir mes collaborateurs pour s'excuser et pour proposer de venir déposer en tant que témoin de la défense. Et que se passe-t-il maintenant? Le procureur, dans son mémoire en clôture et dans son réquisitoire prononcé ici dans la salle d'audience, que cite-t-il? Il cite les déclarations préalables de ces témoins. Il ne mentionne pratiquement pas les déclarations qui sont venues par la suite. Donc uniquement ce qui a été rédigé par le procureur au nom de ces témoins, ce qui a été signé par ces témoins. Cela correspond à la vérité. Mais ce que les témoins viennent dire de leur propre gré par la suite, non. Là, ils ont succombé aux pressions. Mais quelle pression? Est-ce que j'ai exercé des pressions sur qui que ce soit? Est-ce que j'ai cherché à soudoyer qui que ce soit? Pourquoi est-ce qu'ils auraient changé leur déclaration? Il ne s'agit pas uniquement de l'affaire attenté à moi. Dans aucune affaire jugée par le tribunal de la Haye, il ne s'est produit qu'un témoin de l'accusation soit tué par quelqu'un qui soit menacé, attaqué, que ses biens soient aliénés, que l'on lui fasse quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de tel cas. Cela ne s'est jamais produit. Le régime de Belgrade s'empresse à aider tout à chacun qui viendrait se plaindre d'avoir subi des pressions, des menaces de moi ou de mes collaborateurs. Dejan Anastasievich, un faux témoin, vous avez renoncé à sa déposition. Celui-là, il a affirmé qu'en passant par mon épouse Yadanka, j'aurais commandité qu'une grenade à main soit posée à sa fenêtre. Comment est-ce qu'on aurait fait cela? Dieu seul le sait, mais c'est tellement ridicule, c'est complètement dérisoire. Enfin, comment est-ce qu'on aurait pu placer une grenade à main sur sa fenêtre? Et il faudrait que des experts se penchent sur cette question. Donc c'est ça la deuxième catégorie de témoins. Et puis une troisième catégorie, ce sont les témoins qui ont été soudoyés. Un exemple, on l'a vu ici dans le prétoire, Goran Stoparic. Goran Stoparic a reçu des instructions dans un premier temps de la part de Natasha Kandic. Ils sont devenus proches, il a vécu chez elle dans son appartement, il avait les clés de son appartement et c'est lui qui a donné un faux témoignage. On y trouve jusqu'à la chose suivante. Lors du meeting de Chid en 1991, je précise au passant que ce meeting n'a pas eu lieu, et bien que je suis arrivée au stade de foot où s'était rassemblée une masse de citoyens et que je les aurais salués d'un salut hitlérien. C'est rédigé par le procureur dans la déclaration signée par Goran Stoparic. Alors, une des premières questions que j'ai posées, c'était la question sur le salut nazi. Et Goran Stoparic a dit ici dans le prétoire qu'il ne savait absolument pas comment cela a pu se trouver dans sa déclaration. Bien d'autres choses ont été niées par lui, des choses qui figuraient dans sa déclaration. Il n'a gardé que les mensonges sur l'organisation militaire des Tchétniks en unité de combat, détachement, compagnie, etc. Enfin, ce qui est un mensonge notoire. La Serbie entière le sait. Et il s'est avéré utile parce qu'il m'a permis d'élucider un certain nombre d'événements en Herzégovine, des événements qui se sont produits à Vukovar, etc. Et puis, quid de tout cela? Si on était devant un tribunal véritable, la Chambre de première instance aurait décidé d'engager des poursuites contre les employés du bureau du procureur qui ont fait figurer dans la déclaration de Goran Stoparic que j'ai salué d'un salut à la Hitler la masse de personnes qui s'étaient rassemblées lors du meeting à Chid. Goran Stoparic
eh bien, il a été richement rémunéré pour ses services rendus au tribunal de La Haye. Il est venu déposer dans d'autres affaires contre Slobodan Milošević. Il a été relogé solidement dans un pays occidental. Il s'est fait fournir suffisamment d'argent pour lancer son affaire. Et en vendant son âme au diable, eh bien, il s'est sécurisé sur le plan financier et matériel. D'autres cas existent comparables à celui de Goran Stoparić. Rappelez-vous le rapport de la section chargée de la protection des témoins. C'était au lendemain de la première journée de déposition de Goran Stoparić. Nataša Kandić lui a passé un coup de téléphone et il lui a fourni des suggestions, pas explicites mais claires néanmoins. C'est la section qui nous en a informés. Et puis rien. Aucune conséquence, aucune suite. Prenez le témoin 026. Lui aussi, il a accepté de vendre son âme au diable. Il a fourni un faux témoignage dans l'affaire Slobodan Milošević. Et pendant la période qui a précédé sa déposition, il a passé plusieurs mois ici, à La Haye. Et il s'est fait servir plus de 50 interventions médicales, des opérations, la stomatologie, les prothèses, etc., y compris plusieurs séances d'acupuncture. Tout cela aux frais du tribunal de La Haye. Donc, alors, tout ce qui est venu, et tout ce qui lui est passé par la tête, se faire changer toutes les dents, se faire soigner pour tous ces maux, eh bien, tout lui a été accordé. Il a fait son faux témoignage, et par la suite, lui et son épouse ont été relogés dans un pays occidental. Mais cela ne lui suffisait pas. Il a trouvé que toutes les promesses n'ont pas été tenues. On lui a mis à sa disposition un appartement et une rémunération mensuelle relativement modeste. Ils n'ont pas fait comme ils avaient agi dans le cas de Goran Stoparić. Donc, comme il a été mécontent, il a pris son épouse par la main et ils sont revenus en Serbie. Et c'est en cachette, en fait, qu'il s'est sauvé de ce pays occidental. Puisque vous l'avez trompé, il a été révolté et il est venu s'adresser à mon équipe de soutien à ma défense. Et ce qu'on trouve dans sa déclaration, c'est que à Subotica, j'aurais fait sauter la cathédrale catholique. Comme si les catholiques étaient des navettes spatiales, comme si c'était tellement facile de les lancer dans l'espace. Et le procureur le met en exergue sans jamais le vérifier. Tout ce que le témoin se permet de dire, tout est intégré à sa déclaration. Mais quel procureur au monde se permettrait d'agir ainsi sans vérification? Jamais une telle cathédrale n'a explosé. Si, il y a eu des explosifs qui ont été placés à son entrée de très faible puissance et la police a pu élucider ce cas. C'était des membres d'une secte qui se sont rendus coupables de cela. Et dans son réquisitoire, le procureur nous dit que ce témoin aurait parlé d'une réunion tenue par moi en 1992 dans le SREM, une réunion qui concernait des persécutions engagées contre des Croates. Et aux yeux du procureur, cela constitue une preuve. Toute la déclaration préalable de ce témoin aux yeux du procureur constitue une preuve. Et là, vous leur apportez votre soutien, messieurs les juges, parce que vous acceptez le versement de cela au dossier. Dans un premier temps, vous n'acceptiez que le versement de documents pertinents, mais moi, j'ai pu verser des documents pertinents, absolument pertinents,
au dossier, mais par la suite, vous avez accepté que le procureur vous largue par bulldozer entier des volumes de documents. C'est ce que vous avez accepté en 2010 et en partie en 2011. Littéralement transporté par la force de bulldozer, jamais en vérifiant quoi que ce soit et en ne me permettant pas d'en parler dans le prétoire. Bien sûr, j'aurais pu m'exprimer par voie écrite, mais est-ce que j'allais parler de ces balivernes, de ces sottises par écrit? Voyons maintenant comment vous allez rédiger votre jugement sur la base de ces documents. Comment est-ce que vous allez rédiger votre jugement sur la base des déclarations préalables démenties par la suite par ces mêmes témoins? J'aimerais bien voir ça. Il y a maintenant des témoins. Je dirais que ce serait la 4e catégorie, si je ne me trompe pas. Des témoins qui se sont fait promettre beaucoup de choses par le bureau du procureur et qui ont été entièrement trompés. Ils n'ont jamais pu se rendre dans un pays étranger pour s'y reloger, pour emmener leurs proches, installer leur famille, etc. Et parmi eux, on en a vu un. Vous vous souviendrez peut-être de ce témoin jusqu'à ce qu'il rentre dans la salle d'audience et il s'est disputé, négocié avec le procureur pour voir s'il allait lui accorder quelque chose ou pas. Et le procureur, par la suite, a renoncé à sa déposition vu la quantité colossale de preuves démontrant qu'il s'agit d'un faux témoignage, qu'il a raconté des choses entièrement nébuleuses. Vous avez un autre témoin dans cette catégorie, un musulman, des environs de Zvornik. Le procureur lui-même a renoncé à le citer. Il a dit qu'il n'allait jamais s'appuyer sur ces déclarations. Donc, le procureur lui-même a vu à quel point c'était compromettant. Voilà. Telles sont les preuves qui nous ont été présentées par le procureur. Et tout cela avec l'approbation de la Chambre de première instance. Nous avons nombre de faux témoins musulmans et croates. Nous avons eu ici, dans ce prétoire, des documents présentés par moi, des originaux, des documents croates que j'ai pu obtenir du procureur, portant l'enregistrement du procureur, démontrant que le renseignement croate a préparé des témoins croates pour témoigner contre les Serbes devant le tribunal de l'Haye. Ils ont préparé même des témoins qui allaient venir déposer contre moi, surtout contre Slobodan Milošević, ensuite contre la Troïka de Vukovar, etc. Dans le procès contre Mrkšić et les consorts, il y a eu un débat sur ces témoins-là, sur la base de ce document. Nous avons un nombre de preuves démontrant que l'AID, l'agence de renseignement musulman, a préparé des témoins musulmans, les a instruits à témoigner, non seulement contre moi, mais contre d'autres Serbes accusés ici. Alors, comment cela se fait-il qu'il y a tant de différences entre les premières déclarations des témoins victimes au sujet de tel ou tel crime, mauvais traitement, harcèlement, meurtre ou assassinat, des déclarations données plusieurs années plus tard au tribunal de l'Haye. Alors que dans les premières déclarations, on ne trouve nulle part Šešelj, ni les Šešeljevci, ni le Parti radical serbe, ni non volontaire. Puis, 10 ans plus tard, étonnamment, tout cela apparaît dans les déclarations qui, cette fois-ci, ont été rédigées par le bureau du procureur lui-même. Parce que il suffit que le procureur, lorsqu'il s'agit d'un témoin qui a été du côté ennemi ou adverse pendant cette guerre, qu'il lui fasse comprendre clairement quelle déclaration serait souhaitable et tout de suite le témoin se conforme à cela. Il tisse son récit allant dans ce sens-là. Vous avez eu ici un témoin d'Abić
qui a donné un faux témoignage au bureau du procureur, qui s'est tourné ensuite du côté de la défense. Il s'est pour obtenir quelque chose s'il témoignait en disant le contraire de ce qu'il avait dit au procureur, mais il n'a rien eu. Alors là, il s'est senti complètement perdu. Il est venu au prétoire et il a dit qu'il s'était fait tabasser 2 ou 3 jours auparavant et que c'était des pressions d'après lui qui s'étaient exercées sur lui pour qu'il change sa déclaration. Mais en fait, il était en train de déblayer la neige et puis il a glissé, il s'est blessé. Et en fait, il n'avait qu'un petit bleu suite à sa chute. Ici, on nous a dit que c'était de la haie qu'il a téléphoné à des gens leur demandant qu'ils l'appellent pour lui dire, soi-disant, tu as été menacé par un tel ou par un tel, pour que finalement le procureur le déclare menacé, en péril, et pour qu'il puisse obtenir un relogement dans un pays occidental. Et quand je l'ai interrogé ici, dans la salle d'audience, il ne savait rien, il n'a rien vu. C'est ce qu'on m'a dit, disait-il. C'est tout ce qu'il a pu dire. Voilà. Ce sont les témoins que vous avez pu citer, vos témoins à l'appui de l'acte d'accusation, de vos mémoires en clôture et de votre réquisitoire. Votre réquisitoire, il est plein de ces déclarations préalables de faux témoins. Ça fourmille là-dedans. Votre attitude, qu'est-ce qu'elle revient à dire? Que ces témoins ne sont jamais revenus sur leur déclaration? Que ces témoins, qu'on n'a pas fait voler en éclats leur déclaration ici dans le prétoire, comme si le contre-interrogatoire n'aurait jamais eu lieu? Le procureur, dans le droit international pénal, n'a pas le droit de se comporter ainsi. Par définition, vous êtes au service de la justice internationale en tant que procureur. Votre objectif est de faire connaître la vérité et non pas d'agir coûte que coûte par la force pour faire prouver les thèses de l'accusation. Ce n'est pas une réussite pour le procureur si les thèses de l'accusation sont acceptées au détriment de la vérité. Si le jugement est prononcé sur la base des thèses qui sont fausses, cela ne constitue pas une réussite de la justice internationale, ni de la Chambre de première instance, ni du procureur. Quelle doit être l'attitude du procureur? Son succès, sa réussite, c'est à partir du moment où la vérité a été démontrée. Même si c'est démontré, cette vérité devait réfuter son acte d'accusation, mais M. Marcussen et ses collaborateurs ne comprennent pas cela. Le procureur ne comprend pas cela. Il se comporte comme des mercenaires qui sont allés faire la guerre dans des pays africains. Leur mission est fixée. Ils ne se demandent pas s'ils combattent aux côtés de la partie qui est juste. C'est comme des terriers. Ils se mettent en branle à partir du moment où ils reniflent du sang. Ils ne se posent pas la question sur ce qu'ils sont en train de faire. Alors, non seulement pour ce qui est de l'équipe du procureur ici dans mon affaire, mais dans d'autres affaires également. Où est le procureur qui sent l'honneur, l'honnêteté, qui sait la valeur de ces notions et qui agira du point de vue de l'intérêt de la justice internationale et qui dira « Mon objectif est que l'on sache la vérité ». Et à partir du moment où on l'aura connue, la vérité, on verra quelles en sont les conséquences. Ce qui m'amuse surtout, c'est l'attitude de M. Marcussen. Rappelez-vous, un faux témoin musulman des environs de Zvornik. Qu'est-ce qu'il a affirmé? Il a affirmé qu'en mars 1992,
je suis venue m'exprimer lors d'un meeting à Mali-Zvornik, que c'est un meeting anti-musulman, que j'ai prononcé un discours, que j'ai dit que les musulmans étaient des païens, etc. Et que nous allions les expulser jusqu'en Anatolie et des choses comparables. Et que, suite à ce meeting, à la Maison de la Culture, il y a eu un conflit avec une rixe avec les musulmans qui étaient en train de manifester à l'extérieur. Mais finalement, qu'est-ce qu'il en a été? Ce meeting, il a eu lieu au début du mois d'août de l'an 1990, 2 ans plus tôt. Dans le journal Grande Serbie, nous avons publié l'ensemble des discours de ce meeting, ainsi que les questions posées par les personnes rassemblées. Et effectivement, il s'est avéré que nous avons été attaqués par la masse rassemblée. Par la suite, qu'on nous a lancé des jets de pierre, que plusieurs personnes membres de notre parti ont été blessées par ces jets de pierre, et que nos gars chargés de la sécurité ont pris des espèces de bâtons, de barres pour chasser cette masse. Et cela s'est passé en 1990. La Chambre de première instance a chargé M. Markussen d'enquêter là-dessus sur la base des articles de presse et d'autres rapports publiés pour savoir si cet événement a effectivement eu lieu en 1992 et s'il a eu lieu, comment il s'est déroulé. Et alors, M. Markussen s'est exprimé ici dans le prétoire pour dire qu'aucune trace n'a été trouvée, qu'il existe un rapport de la sécurité militaire puisqu'il s'agit d'une zone frontalière, qu'un jour, je suis arrivée à bord d'une voiture à Mali-Zvornik parce que j'étais de passage là vers Ljubovia et Bajina Bašta, que 2 ou 3 membres de notre comité local m'ont accueilli et que j'ai eu un entretien avec eux et que par la suite, j'ai poursuivi mon chemin. Mais le meeting, où est-il? Aucun meeting. Mais 2 meetings avec le même scénario n'ont pas pu se produire, qu'on soit attaqué par cette masse rassemblée, qu'on les disperse à l'aide de bâtons, etc. Puis, un miracle encore plus important se produit là. Monsieur Markussen a continué à insister pour dire que la déposition de ce témoin était véridique, alors que moi, je l'ai faite voler en éclats en m'appuyant sur encore d'autres détails. En usant de... Alors, M. Markussen ne cite même plus cette réunion, ce meeting, dans sa réponse à ma requête en application de l'article 98 bis. Et il y a une majorité des juges de la Chambre qui ont appuyé la décision correspondante. Cette dernière a été rédigée comme si ce meeting s'était vraiment tenu en mars 1992 et comme si cela avait véritablement été prouvé. Mais comment des juges raisonnables peuvent-ils prendre une telle décision ou tirer pareille conclusion? Cela défie le sens commun. Laissons de côté le fait que certaines autres théories figurant dans votre décision en application de l'article 98 bis sont également incompréhensibles. Ceci que je viens d'avancer est le plus incompréhensible et le moins raisonnable de tout. Alors bien entendu, lorsque vous rendez une telle décision en application de l'article 98, il est impossible d'attendre de vous un jugement raisonnable et je ne l'attends pas. La seule chose qui compte pour moi, c'est d'en finir avec toute cette affaire au moyen de cette plaidoirie pour ensuite m'en remettre au tribunal de l'histoire qui vous jugera tout autant, vous, qu'il me jugera, moi. L'accusation, au moyen de ces faux témoins, n'a absolument rien obtenu qui serait de nature à démontrer ma culpabilité. Au moyen de ces faux témoins, l'accusation n'a fait que s'enfoncer plus bas encore, que toute notion d'intégrité et d'honnêteté morale, politique et juridique de ce tribunal soit foulée aux pieds.
Et le présent procès diffère de tous les autres devant ce tribunal, en cela que c'est justement cet aspect de la manipulation des faux témoins par l'autre partie qui a atteint son point culminant. J'ai suivi de temps à autre comment se déroulaient certains autres procès, la façon dont les avocats de la défense se levaient pour se présenter à un faux témoin manifeste pour faire ses louanges, pour essayer de l'amadouer, au lieu de faire voler en éclats sa déposition dans le prétoire pour qu'il ait tellement honte qu'il ne sache même plus par quelle porte il pourra sortir. Or ici, nous avons eu de faux témoins de l'accusation qui ont connu ce sort-là. La méthode utilisée par l'accusation est formellement interdite tant en droit continental qu'en droit anglo-saxon. La méthode que j'ai utilisée, moi, est en revanche tout à fait autorisée. Vous m'avez d'ailleurs même restreint à cet égard. Dans le droit anglo-saxon, le contre-interrogatoire est beaucoup plus impitoyable que ce qu'on m'a autorisé à faire ici. Vous n'avez cessé de m'interrompre, de défendre les faux témoins, de les protéger, de leur chercher des justifications, de leur accorder des pauses au moment opportun, etc. Alors, nous en arrivons maintenant à cette autre catégorie de faux témoins, les témoins bien informés. Ou témoins initiés. Le plus grand traître de La Haye était très certainement Biljana Plavšić. L'accusation avait prévu de la citer à comparaître dans mon procès, puis y a renoncé. L'accusation dispose d'un document, alors je ne sais pas si c'est M. Markussen ou l'un de ses collaborateurs qui en a parlé dans le réquisitoire, mais un document indiquant que Biljana Plavšić aurait invité Željko Ražnatović, Mirko Jović et moi-même, et nous aurait demandé de dépêcher les volontaires en Republika Srpska. Il s'agit d'une lettre que j'ai moi aussi reçue, mais à laquelle je n'ai jamais répondu. Et jamais, nous autres, les radicaux serbes, n'avons envoyé des volontaires sur invitation ou appel de Biljana Plavšić. Jamais je n'ai eu une opinion positive de Biljana Plavšić. Je l'ai rencontrée plusieurs fois, j'ai discuté plusieurs fois avec elle, mais c'est avec dégoût que je rejetais ces conclusions et toutes ces élucubrations, les hypothèses et les présuppositions qui étaient les siennes, ces affirmations, etc. Elle était prête à aller jusqu'à dire que le patrimoine génétique des musulmans était endommagé, alors que moi, je regrettais que le destin nous ait séparés par confessions différentes et qu'il ait creusé ces tranchées entre les Serbes musulmans, les Serbes orthodoxes, les Serbes catholiques, etc. En 1996, j'ai été conduit au tribunal en même temps que M. Karadzic. Et dans le véhicule, j'ai rappelé à M. Radovan Karadzic la façon dont j'ai passé toute une journée en 1996 à essayer de le convaincre dans son bureau de Korané, près de Palais, pour qu'il ne présente pas Biljana Plavšić comme candidate à la présidence de la République. Son parti, le SDS, a présenté Biljana Plavšić comme candidate. Je lui ai démontré qu'elle n'était pas fiable, que ce n'était pas une personne normale que l'on pouvait présenter comme candidate, qu'on ne pouvait absolument pas lui accorder foi, mais lui, il pensait que Biljana Plavšić était la plus extrémiste, qu'elle était la plus exposée dans le conflit avec Milošević et qu'elle allait être la mieux adaptée pour occuper un tel poste. Mais quelqu'un de fou ne peut jamais être considéré comme fiable, et cela s'est immédiatement avéré. Et c'est même avec la participation du voïvode Momčilo Đurić qu'on lui a envoyé des hommes d'Amérique, Ana Mitrović et d'autres encore. Đurić a d'abord essayé d'infiltrer
cet homme qui venait d'Amérique dès 1995 auprès de moi, ce Miloš Pizza, a discuté avec moi et il a tout de suite mis sur la table l'idée qu'il fallait sortir dans les rues, qu'il fallait faire tomber Milošević, qu'il fallait tirer dans toute la Krajina serbe, que les gens donc allaient périr. Et bien entendu, je l'ai mis à l'écart, hein, et nous n'avons plus jamais eu de contact. Hein. Ensuite, ils l'ont envoyé à Biljana Plavšić et il a pris les choses en main. Il a instrumentalisé Biljana Plavšić pour provoquer un coup d'État en Republika Srpska, pour mettre fin aux organes légaux de l'autorité. Et Biljana Plavšić a reçu là un certain soutien, notamment celui des puissances occidentales, et ce plan a été couronné de succès. Lors des élections suivantes, Biljana Plavšić a été battu par le candidat des radicaux à la présidence de la République. Et puisque Biljana Plavšić en avait terminé de ses sales besognes, eh bien, c'est un acte d'accusation qui l'attendait à ce stade, dressé devant le tribunal de La Haye. Elle est arrivée ici, cette soi-disant impératrice serbe, la femme qui encourageait les combattants de la Republika Srpska et était la plus extrémiste. Et c'est elle ici qui a passé un accord de plaidoyer avec l'accusation. Le quartier pénitentiaire ne lui plaisait pas, alors elle a reconnu les accusations de persécution pour être condamnée à une peine qui ne serait pas trop lourde et elle a accepté de déposer contre d'autres accusés. En tant qu'extrémiste, à outrance même de mon point de vue à moi, alors que je suis considéré par de nombreuses personnes comme un extrémiste, alors même que ma propre approche radicale, je ne la considère pas comme une forme d'extrémisme, eh bien, Biljana Plavšić, en tant que la plus extrémiste de tous, est donc venue déposer la charge contre Momčilo Krajišnik, qui a toujours été en faveur d'une politique de compromis, de négociation. Ils l'ont également cité à la barre dans l'affaire Milošević et au dernier moment, l'accusation y a renoncé, estimant que ce serait contre-productif, et l'accusation a également renoncé à son témoignage en l'espèce. C'est donc un cas encore plus grave par rapport à Boris Saviović et Zoran Lilić. Un autre exemple est celui de Milan Babić, le premier président de la RSK. Il a tout d'abord été engagé par l'accusation pour déposer à charge dans l'affaire contre Slobodan Milošević. L'accusation l'a placé au pied du mur. Soit tu déposeras contre Milošević, soit tu seras toi-même mis en accusation. Et il a cédé parce qu'il avait un caractère faible et il a accepté de déposer contre Milošević. Cependant, une fois qu'il en avait fini de cette basse besogne et que sa déposition était terminée, il a été trompé par l'accusation qui a dressé un acte d'accusation contre lui. De nouveaux émissaires de l'accusation sont alors arrivés pour lui dire « Passe un accord de plaidoyer avec nous et ta peine ne sera pas trop lourde. » Il a donc accepté cet accord de plaidoyer, reconnaissant sa participation à une entreprise criminelle commune, aux persécutions, et l'accusation s'est arrangée pour que sa peine ne dépasse pas 11 années d'emprisonnement. Cependant, la Chambre de première instance a prononcé une peine de 13 ans d'emprisonnement à son encontre. L'accusation lui avait promis une réinstallation de sa famille dans un État étranger, dans un État occidental, celui où il purgerait sa peine. Sa famille a bien été conduite dans cet État, mais vivait dans des conditions identiques à celles de la résidence surveillée. Si bien que son épouse et son fils ainsi que sa fille ont fini par demander à pouvoir rentrer en Serbie.
Et de nouvelles obligations ont alors incombé à Babic. Il a dû déposer contre Krajišnik, contre Milan Martić. Ensuite, il a dû déposer contre Jovica Stanisic et Franko Simatovic et contre moi. Alors peut-être qu'ils auraient également cité Babic comme témoin contre Goran Hadžić. Mais pendant le procès fait à Milan Martić, Milan Babic s'est suicidé. Que signifie son suicide? Ce suicide corrobore-t-il éventuellement la véracité de ces dépositions? Étaient-ils les thèses de l'accusation ou, au contraire, les bat-il en brèche? J'ai infiniment plus d'estime pour Milan Babic que pour Biljana Plavšić parce qu'au moins, à un instant, en cet instant, il a trouvé les forces de se juger lui-même après cette déroute morale à laquelle il avait lui-même donné son accord. Milan Babic avait été prévu comme témoin en l'espèce, mais puisqu'il s'était déjà suicidé longtemps avant même que moi je ne sache qu'il était prévu comme témoin en l'espèce, l'accusation a essayé de faire verser ses déclarations préalables, les entretiens qu'il avait donnés et toute une série de documents. Madame et Messieurs les juges, vous avez rejeté cela, car il n'y avait pas le moindre fondement juridique au versement de ces documents. Mais ensuite, à la troisième ou quatrième, ou je ne sais plus laquelle des requêtes de l'accusation, que cette dernière a réitérée en 2010 ou en 2011, vous avez fini, malgré tout, par accorder le versement de ces documents. C'était l'époque à laquelle l'accusation déversait des tombereaux entiers de documents pour les faire verser. Et là, vous avez accepté. Alors en quoi ceci pouvait-il être pertinent? Pour quelqu'un qui est complètement désespéré, le fait de se suicider est un acte de protestation. Cela ne peut donc pas être pertinent. Laissons de côté le fait qu'une commission a été constituée avec le juge Kevin Parker à sa tête pour enquêter sur les conditions de ce suicide et finir par remettre un faux rapport, un rapport falsifié. Cette commission de Kevin Parker a communiqué à l'opinion publique que Milan Babic n'avait pas laissé de lettre. Or moi, j'ai entendu de sources sûres, et je ne vous dirai pas quelles sont mes sources, si elles remontent au greffe ou à l'accusation, qu'il existait bien une lettre d'adieu. J'ai adressé au président du tribunal une requête en protestation et j'ai dit à mes collaborateurs de communiquer à l'opinion publique qu'une telle lettre existait bien. Le tribunal était alors mis au pied du mur et a reconnu qu'une lettre d'adieu avait bien été retrouvée. Alors, celle-ci a-t-elle été intégralement citée à l'opinion publique? Je ne le sais pas. Ceci dépasse mes possibilités de vérification. Ce même Kevin Parker a dirigé les travaux de la commission chargée de déterminer les conditions du décès de Slobodan Milošević pour fournir également un faux rapport. Slobodan Milošević s'était déjà plaint des traitements antibiotiques lourds utilisés d'habitude contre la lèpre et la tuberculose qu'on avait retrouvés dans ses analyses de sang et qui provoquaient des effets secondaires en association avec la médication contre l'hypertension. Il a fourni ces informations à l'ambassadeur russe et par son intermédiaire au ministère russe des Affaires étrangères. Il s'est avéré que Milošević s'était lui-même placé dans une situation dans laquelle il a connu une mort subite. Or, en réalité, il a été tué dans des conditions mystérieuses et l'une des causes, et pas la moindre, est qu'on l'a privé d'un traitement médical adéquat. Et cela faisait longtemps qu'il disait dans le prétoire qu'il se sentait mal, qu'il avait du mal à se concentrer et que
il ne pouvait pas suivre, mais les juges de la Chambre n'y ont prêté aucune attention. Ils l'ont traité par le mépris, et je parle ici de la Chambre qui était présidée par le juge Robinson, au sein de laquelle se trouvaient également Ogon Kwon et Ayan Bonomi. Mais ces méthodes-là, ce sont les méthodes du tribunal de La Haye. Et c'est à ce type de puissance auquel j'ai eu affaire ici. Troisième type de faux témoin, Miroslav Deronic. Je me suis trouvé au même étage du quartier pénitentiaire la première année de ma présence à La Haye. Alors nous avons discuté, il était professeur de littérature, c'était quelqu'un d'éduqué. Nous passions du temps ensemble et il m'a expliqué la façon dont il avait été arrêté. Premièrement, des représentants du tribunal de La Haye l'ont appelé au téléphone à plusieurs reprises. Ils lui ont fait savoir qu'il pourrait être mis en accusation, mais que cela n'était pas encore sûr. Il leur a répondu pour leur dire « Si vous me mettez en accusation, dites-le moi tout de suite et je viendrai immédiatement. » Cependant, lorsque l'acte d'accusation est arrivé, il a été arrêté par la S4, il a été battu lors de son arrestation, torturé, et pendant ces sévices qui lui ont été infligés, on lui a plongé la tête à plusieurs reprises dans un tonneau rempli d'eau, et tout ceci m'a été raconté par Miroslav Deronic. J'ai essayé de faire état de ceci dans le prétoire. C'était Carmel Agius qui était juge de la mise en état à ce moment-là. Il m'en a empêché, il a débranché mon micro. Miroslav Deronic affirmait n'avoir été mêlé à aucun crime à Srebrenica. C'était sa position. Ensuite, il y a eu Momir Nikolic qui a passé un accord de plaidoyer. Il était officier chargé de la sécurité au sein de la brigade de Bratunac. Dans sa déposition, il a avancé que Deronic aurait été présent lors d'une réunion où il a été convenu de fusiller des prisonniers. Nikolic n'était pas du tout présent à cette réunion, mais la porte était entr'ouverte, si bien qu'il aurait entendu cela. Comme chez ce malheureux qui affirme qu'à Vukovar, à côté d'une porte entr'ouverte, il aurait entendu ce que moi je disais lors d'une réunion à des officiers de la garde. C'est quelque chose dont on ne pouvait pas se défendre. Momir Nikolic a signé cela. L'accusation disposait là de sa première preuve contre Deronic et a dépêché donc ses représentants chargés de lui offrir un accord de plaidoyer. Et dans son cas, comme dans celui de Milan Babic, Vera Petrovic a joué un rôle considérable, psychiatre officiel du tribunal. Cette personne a discuté pendant des journées entières avec lui et appliquant ses méthodes, elle a facilité la prise de cette décision consistant à accepter un accord de plaidoyer. Et Miroslav Deronic s'est révélé être prêt à inventer tout et n'importe quoi contre tout le monde. Les volontaires du SRS n'ont jamais été à Bratunac. Or, lui, il a fini par dire qu'ils étaient également présents à Bratunac. Il a d'abord parlé des aigles blancs, puis ensuite ce sont devenus des volontaires, et qui sait quoi encore. Ce qu'il a déclaré dans sa déposition, vous l'avez versé au dossier, mais pour moi, ceci n'a aucun caractère à charge, puisque Bratunac ne figure même pas dans mon acte d'accusation, mais tout ceci ne fait que témoigner des méthodes de travail du présent tribunal. Des volontaires du SRS ont été présents à Srebrenica en 1992, parce qu'en 1992, les Serbes ont libéré Srebrenica. Les forces musulmanes ont été repoussées en direction de Konjević-Polje et en direction des forêts environnantes. Ensuite, Goran Zekic a été tué. C'était un dirigeant serbe local. Et on racontait que Miroslav Deronic était mêlé à son assassinat. Et la ligne de front serbe a commencé à voler en éclats.
Après cet assassinat, dans leur contre-attaque, les musulmans ont pris Srebrenica pour la tenir sous leur contrôle jusqu'en 1995, et ce avec l'aide des puissances occidentales. En 1992, donc, il y a eu un seul événement décisif, et ce seul assassinat de Zekic qui ont fini par se solder par la perte de Srebrenica. Nous avons encore plusieurs cas de faux témoins auxquels vous vous référez. Il s'agit de personnes décédées. Zoran Tot, j'imagine qu'aucune de ces personnes décédées ne figure plus dans la liste des témoins protégés. Je ne citerai que Zoran Tot et Stevan Todorovic. Mais pour qui ceci peut-il avoir la moindre pertinence? L'un de ces témoins protégés affirme que j'aurais été présent à Iliach, Elidja et Vogocha en 1992. Or, je n'y ai jamais mis les pieds avant 1994. Ceux qui sont décédés avant de pouvoir déposer, c'est par votre faute qu'ils n'ont pas déposé. Si moi j'avais été jugé plus tôt, au moins 1 an avant mon arrivée à La Haye, et si mon procès avait été rapide, or, Carla Del Ponte annonçait cela, il disait tout est prêt pour un procès. En février 2003 à Belgrade, c'est ce qu'elle disait. Elle disait que tout était prêt. Moi, en 1994, j'ai adressé une requête pour que l'on mette fin à ma détention. Et l'objection principale de l'accusation a consisté à dire que mon procès devait commencer à l'automne, que par conséquent il ne fallait pas faire droit à ma demande. Il y avait d'autres arguments, parce que je ne souhaitais pas demander des garanties auprès du gouvernement pro-occidental à Belgrade, mais l'argument clé c'était que mon procès devait commencer à l'automne et que par conséquent il ne convenait pas de mettre fin à ma détention. Il y a d'autres personnes décédées parmi les témoins. J'en ai retrouvé 10 en tout. Un officier pour la Slavonie, puis une personne d'Iliach qui était au sein de l'unité de Vasko Vidovic, un musulman qui pendant toute la durée de la guerre a été membre de cette unité. Lorsque les Serbes ont dû se retirer d'Iliach et quitter Iliach après les accords de Dayton, il a décidé de rester. Il n'avait pas envie de quitter sa maison, sa propriété. Et il a dû se justifier devant les autorités musulmanes en affirmant qu'il avait été mobilisé de force, qu'on l'avait forcé à devenir membre de cette unité, etc. Lui aussi, il a fait un faux témoignage. Si vous aviez commencé à temps ce procès, vous auriez été en mesure de citer à la barre tous ces témoins qui sont ensuite décédés. Et est-ce moi qui suis responsable de ce que vous avez ouvert le procès plus tard? Il n'y a pas eu le moindre jour de retard dans ce procès de mon fait. Même ce que vous avez convenu pour mardi et mercredi prochain, ce n'était pas nécessaire, parce que moi je suis prêt à revenir lundi. J'ai insisté pour que l'opération ait lieu immédiatement, vendredi, pour que je puisse venir dès lundi dans la salle d'audience. Donc nous n'avons perdu aucune journée d'audience de mon fait. Et maintenant, vous voudriez utiliser comme élément de preuve leur déclaration préalable. Qui peut utiliser ceci comme élément de preuve? Personne. Des déclarations qui ont été rédigées par vous et que eux se sont contentés de signer. Si vous aviez ouvert le procès à temps, ces témoins auraient été cités à la barre, ils auraient été soumis à un contre-interrogatoire et nous aurions vu ce qui de cela était exact et ce qui ne l'était pas. Dans le contexte qui est le nôtre, il est absurde d'en débattre. Je ne veux pas débattre de cela. Monsieur Seychelles, le médecin nous a dit de faire des pauses toutes les heures et quart. Alors ça va faire 1h
18 que vous intervenez. Donc on va faire une pause de 30 minutes puisqu'on suit strictement les prescriptions médicales. Et nous reprendrons dans 30 minutes exactement. All right, vi vil være.